La ville s'étalait sous ses pieds comme un tapis de lumière froide. Félix, debout derrière la baie vitrée de son bureau au 50e étage, tenait un verre de cristal. Le liquide ambré captait les reflets des néons de la métropole africaine en pleine mutation. À 32 ans, il était l'homme le plus envié du pays. On l'appelait le roi de l'or. Mais en ce matin de novembre, le roi se sentait comme un prisonnier. Chaque pas qu'il faisait dans les couloirs de son empire déclenchait des courbettes. « Bonjour, monsieur le directeur. Un café, monsieur le directeur. Vous êtes brillant, monsieur le directeur. » Ces mots sonnaient à ses oreilles comme des pièces de monnaie tombant dans une sébile vide. Il n'y avait aucune âme derrière ces sourires. Il le savait. Il voyait la peur dans leurs yeux, ou pire, l'avidité. « Est-ce que quelqu'un me verrait si je n'avais plus ce costume ?» se demanda-t-il, son souffle créant une fine buée sur la vitre. Cette pensée l'obsédait depuis des mois. Son père, avant de mourir, lui avait laissé un conseil qu'il n'avait jamais compris. « Félix, l'or brille pour tout le monde, mais il aveugle celui qui le possède. Ne perds jamais de vue ceux qui marchent dans l'ombre. » Ce matin-là, en regardant un vieux mendiant se faire bousculer par un homme d'affaires pressé juste devant l'entrée de son restaurant, la Table d'Or, le déclic se produisit. Une colère sourde, mêlée d'une curiosité morbide, envahit son cœur. Félix appela son chauffeur, non pas pour aller à une réunion, mais pour se rendre dans un quartier délabré, à l'opposé du luxe des gratte-ciel. Il y trouva une petite boutique de théâtre, cachée dans une ruelle sombre. « Je veux disparaître », dit-il au maquilleur, un vieil homme aux mains tremblantes mais aux yeux vifs. « On disparaît tous un jour ou l'autre, monsieur, » répondit le vieil homme. « Non. Je veux que personne ne puisse voir Félix. Je veux qu'il voie ce qu'il déteste le plus. L'échec. La maladie. La misère. » Pendant 3 heures, Félix resta immobile. On lui appliqua des prothèses de latex pour déformer sa mâchoire. On peignit sur sa peau des plaques sombres simulant une dermatite sévère. Ses cheveux, autrefois impeccables, furent emmêlés avec de la résine et de la poussière. On lui donna des haillons qui sentaient le moisi et le gazole. Lorsqu'il se regarda dans le miroir, il eut un haut le cœur. L'homme en face de lui était un spectre. Ses yeux bruns, d'ordinaire si fiers, semblaient maintenant éteints, enfoncés dans des orbites sombres. « C'est parfait », murmura Félix d'une voix que le maquilleur avait aidé à rendre rauque en lui apprenant à forcer sur ses cordes vocales. « Aujourd'hui, je vais enfin voir la vérité. » Il retourna vers la Table d'Or, à pied. Le trajet fut sa première leçon. Des gens qu'il croisait tous les jours au club de sport passèrent à côté de lui en se bouchant le nez. Une femme tira violemment son enfant par le bras comme si la pauvreté de Félix était contagieuse. Arrivé devant les portes en fer forgé de son propre restaurant, il sentit son cœur cogner contre ses côtes. Sarah, la réceptionniste qu'il avait lui-même embauchée 2 ans plus tôt pour son accueil chaleureux, était en train de réorganiser des fleurs de lys dans un vase en porcelaine. Félix poussa la porte. Le tintement de la cloche en argent sembla sonner le glas de ses illusions. Aussitôt, le parfum de jasmin et de truffe fut brisé par son odeur de misère. Sarah se redressa, son visage se transformant en un masque de dégoût pur. « Dehors !» lança-t-elle, sans même lui laisser le temps de parler. « On ne veut pas de ça ici. »« S'il vous plaît, » commença Félix, la voix brisée. « Je n'ai pas mangé depuis 2 jours. Juste un reste, un morceau de pain que vous allez jeter. » Sarah s'approcha, ses talons claquant sur le marbre. « Tu crois qu'on est une soupe populaire? Regarde ce lieu. C'est la Table d'Or. Tes pieds sales ruinent mon tapis. Si le patron te voit, je suis viré. Alors dégage avant que j'appelle la sécurité. » Le patron, murmura Félix. Est-il un homme si cruel pour laisser quelqu'un mourir de faim devant sa porte? Le patron est un homme de classe. Et la classe, c'est de ne pas avoir à supporter la vue de gens comme toi. Sécurité. Félix fut poussé vers l'intérieur par un agent de sécurité qu'il connaissait bien, un homme nommé Bakary à qui il payait les frais de scolarité de ses enfants. Bakary ne le reconnut pas. Il le saisit par le collet de sa veste déchirée avec une violence inutile. « Attendez !» cria Félix. « Je veux juste voir le manager, Cédric. Dites-lui que j'ai un message pour lui. » Cédric, le maître d'hôtel, apparut alors, ajustant sa cravate de soie. Cédric était le bras droit de Félix. Ils avaient bu du champagne ensemble pour fêter le 1er milliard de chiffre d'affaires. « Qu'est-ce que c'est que ce vacarme ?» demanda Cédric d'un ton hautain. « Ce déchet prétend avoir un message pour vous, monsieur le manager, » ricana Sarah. Cédric s'approcha de Félix. Il y eut un silence. Pendant une seconde, Félix crut que Cédric allait voir à travers le maquillage. Il espéra, au fond de lui, être reconnu. Il espéra que Cédric dirait « Félix, qu'est-ce que tu fais ?» Mais Cédric ne vit qu'un obstacle à sa perfection. « Un message ?»
dit Cédric en sortant un mouchoir pour se protéger du visage de Félix. Le seul message que tu peux me donner, c'est celui de la déchéance humaine. Tu es l'incarnation de tout ce qui ne va pas dans ce pays. La paresse et la mendicité. J'ai travaillé toute ma vie, mentit Félix pour tester sa réaction. J'ai tout perdu dans un incendie. Je ne demande pas l'aumône, je demande une chance. Donnez-moi un balai, je nettoierai vos cuisines pour un bol de soupe. Cédric éclata d'un rire sec, dépourvu de toute joie. Nettoyer mes cuisines? Avec tes mains pleines de maladies? Tu contaminerais même l'air que mes clients respirent. Bakary, sors-le. Et si tu le revois à moins de 100 mètres, utilise ta matraque. La table d'or doit rester pure. Félix fut traîné vers la sortie arrière, celle des livraisons. Il fut jeté sur le béton froid, près des bennes à ordures. La douleur dans ses genoux n'était rien comparée à la plaie ouverte dans son âme. C'étaient ses employés. Ses amis. Les gens qu'il pensait diriger avec justice. C'est alors que la porte de la cuisine s'ouvrit. Le chef Malik sortit pour fumer une cigarette. Malik était une légende. Félix l'avait débauché d'un restaurant étoilé à Paris. « Chef » murmura Félix depuis le sol. « Un peu d'eau, je vous en supplie. » Malik le regarda. Il ne semblait pas en colère, juste profondément agacé, comme si Félix était un insecte particulièrement résistant. « Tu sais combien coûte l'eau minérale que nous servons ici » demanda Malik en écrasant sa cigarette près de la main de Félix. « Plus que ce que tes ancêtres ont gagné en une génération. On ne gaspille pas l'excellence sur du fumier. Va boire dans le caniveau, c'est là qu'est ta place. » Malik rentra et verrouilla la porte. Félix resta seul dans l'odeur des déchets et de la pluie qui commençait à tomber. Il se sentait disparaître pour de bon. Il n'était plus Félix le milliardaire. Il était ce que le monde voyait, rien. La pluie devint torrentielle. Félix était trempé, le latex de son maquillage commençait à le démanger, mais il ne bougeait pas. Il était pétrifié par la haine qu'il venait de recevoir. Soudain, le bruit d'une porte qui grince se fit entendre de nouveau. Il s'attendait à recevoir un seau d'eau sale ou un coup de pied final. Il ferma les yeux, se recroquevillant. « Monsieur ? Monsieur, s'il vous plaît, ne restez pas là. Vous allez attraper froid. » La voix était douce, timide, mais chargée d'une humanité qu'il n'avait pas entendue depuis des années. Il ouvrit les yeux. Devant lui se tenait une jeune femme. Elle portait l'uniforme des serveuses stagiaires, une robe noire simple avec un tablier blanc trop grand pour elle. C'était sa première semaine. Félix se souvenait avoir vu son dossier passer. Hedwig, 23 ans. Elle ne semblait pas avoir peur de ses plaies. Elle ne semblait pas dégoûtée par son odeur. Elle s'accroupit dans la boue, juste à côté de lui, ruinant ses chaussures de travail bon marché. « Je n'ai pas le droit d'être ici », chuchota-t-elle en regardant nerveusement par-dessus son épaule. « Le manager est furieux. Mais je ne peux pas vous laisser comme ça. » Elle sortit de sous son tablier un paquet de serviettes en papier et un petit récipient en plastique. « C'est mon repas de pause », dit-elle avec un sourire triste. « C'est juste du riz et un peu de poulet, mais ma mère dit que ça soigne le cœur autant que le ventre. Tenez. Et voici de l'eau. C'est de l'eau du robinet, je suis désolé, je n'avais pas les moyens de vous prendre une bouteille au bar. » Félix regarda le récipient. La vapeur qui s'en échappait était le premier signe de chaleur qu'il ressentait dans ce monde de glace. Il prit le récipient. Ses mains tremblaient réellement, cette fois. « Pourquoi » demanda-t-il, la gorge nouée. « Pourquoi m'aidez-vous alors que tous les autres me rejettent ?»« Parce que demain, ça pourrait être moi, » répondit Hedwig simplement. « Parce que mon père disait que la seule différence entre un roi et un mendiant, c'est la chance. Et la chance, ça tourne, monsieur. Mangez, je vous en prie. Je dois y retourner avant qu'on ne remarque mon absence. » Elle se leva et commença à partir. « Attends » s'écria Félix. « Comment t'appelles-tu » Hedwig, répondit-elle en souriant une dernière fois avant de disparaître derrière la porte lourde. Félix resta seul sous la pluie, tenant le riz chaud contre sa poitrine. Il ne le mangea pas tout de suite. Il pleura. Il pleura pour la première fois depuis la mort de son père. Il venait de trouver la seule personne digne de son empire. Mais il ne savait pas encore que le geste d'Hedwig n'était pas le fruit du hasard, et que son passé à elle était intimement lié à la fortune qu'il pensait avoir bâtie seul. La nuit qui suivit l'expérience de Félix fut la plus longue de son existence. Rentré dans son pantouse luxueux, il ne prit pas d'ascenseur, préférant monter les escaliers pour sentir la douleur dans ses membres, cette douleur qui lui rappelait qu'il était encore en vie. Devant le miroir de sa salle de bain en marbre noir, il commença à retirer son masque. Le latex s'arrachait par lambeaux, emportant avec lui l'image du mendiant, mais laissant derrière lui un homme dont le regard avait changé à jamais. Alors qu'il nettoyait la poussière et le faux sang, il revoyait sans cesse le visage d'Hedwig. Elle était la seule lueur dans un tunnel d'obscurité. Mais une autre image le hantait,
plus sombre encore, le visage de sa mère, Madame Blanche, croisé brièvement alors qu'il était au sol. Elle ne l'avait pas regardé. Elle l'avait enjambé comme une flaque d'eau sale. À 8 heures précises, le personnel de la Table d'Or était réuni dans la grande salle. L'ambiance était électrique. Les serveurs, les cuisiniers et les agents de sécurité murmuraient entre eux. Une rumeur courait. Le directeur général allait faire une annonce historique. Certains espéraient des primes, d'autres craignaient une restructuration. Cédric, le maître d'hôtel, ajustait sa veste avec suffisance. Sarah, la réceptionniste, s'était pomponnée, espérant attirer le regard du jeune milliardaire. Seule Hedwig, dans un coin, semblait préoccupée. Elle avait les yeux cernés, sans doute inquiète pour l'homme qu'elle avait aidé la veille. Félix apparut en haut du grand escalier. Il portait un costume bleu nuit, taillé sur mesure, d'une élégance glaciale. Son visage était fermé, ses yeux de fente de silex. Le silence tomba instantanément, un silence si lourd qu'on aurait pu entendre une plume tomber sur le tapis de soie. Il descendit les marches lentement, chaque pas résonnant comme un verdict. Il ne salua personne. Il se posta au centre de la salle, devant l'écran géant qui servait habituellement à diffuser des vidéos de paysages relaxants pour les clients. Hier, commença-t-il, sa voix amplifiée par le système de sonorisation du restaurant, j'ai réalisé une étude de marché. Une étude sur la valeur réelle de ce restaurant. Pas la valeur immobilière, ni le chiffre d'affaires, mais la valeur humaine. Cédric sourit, pensant qu'il s'agissait d'un discours sur l'excellence du service. Monsieur le directeur, nous nous efforçons chaque jour de maintenir les standards les plus élevés, commença-t-il. Félix l'interrompit d'un geste sec de la main. Silence, Cédric. Regardez l'écran. La lumière s'éteignit et la vidéo de surveillance de la veille apparut. On y voyait un mendiant sale, boiteux, s'approchant de l'entrée. Le personnel commença à murmurer. Ils se souvenaient tous de ce déchet qui avait osé souiller leur palais. La vidéo montra Sarah. On l'entendit distinctement dire « Tes pieds sales ruinent mon tapis. Dégage avant que j'appelle la sécurité. » La réceptionniste devint livide. Son sourire s'effaça pour laisser place à une terreur pure. Puis vint le tour de Cédric. L'image montrait sa suffisance, son mépris et ses mots cruels sur la contamination de l'air. Le public dans la salle vit Félix, sous son déguisement, être bousculé par Bakary. Enfin, la vidéo montra le chef Malik. On le vit écraser sa cigarette à quelques centimètres de la main du mendiant en lui disant d'aller boire dans le caniveau. Un murmure d'horreur parcourut l'assemblée. Les employés se regardaient, réalisant soudainement le piège dans lequel ils étaient tombés. Félix restait immobile, observant leur visage décomposé. Ce mendiant, reprit Félix d'une voix qui tremblait de rage contenue, c'était moi. Un cri étouffé s'échappa de la bouche de Sarah. Cédric s'effondra presque, se tenant à une table pour ne pas tomber. La pièce sembla perdre quelques degrés. Pendant des années, je vous ai payé des salaires royaux. Je vous ai offert des vacances, des assurances, des bonus. Je pensais que nous formions une équipe d'élite. Mais hier, j'ai découvert que je dirigeais une meute de loups. Vous avez traité votre propre patron comme un animal parce qu'il n'avait plus de costume. Qu'auriez-vous fait à un simple citoyen? À un vieillard? Félix fit défiler la vidéo un peu plus loin. C'est ici que l'histoire devint véritablement choquante. Mais il y a pire que l'indifférence de mon personnel, dit-il, le regard tourné vers le fond de la salle où sa mère, Madame Blanche, venait d'entrer, attirée par le bruit. Sur l'écran, on voyait Madame Blanche arriver pour son déjeuner. Elle avait vu le mendiant au sol, maintenu par Bakary. On l'entendait sur l'enregistrement des micros d'ambiance dire au chef de la sécurité. « Bakary, donnez-lui une leçon pour qu'il ne revienne plus. Cassez-lui quelque chose s'il le faut, mais je ne veux plus voir cette horreur quand je sors de ma voiture. » La salle fut frappée d'un silence de mort. Félix se tourna vers sa mère, qui était restée figée à l'entrée. « Maman, dit-il, les larmes aux yeux, tu as ordonné à la sécurité de briser les os d'un homme qui demandait juste de l'eau. Cet homme était ton fils unique. » Madame Blanche, loin de se démonter, redressa le menton. « Félix, ne sois pas mélodramatique. Tu jouais à un jeu ridicule. Comment pouvais-je savoir? La dignité de notre nom passe avant tout. On ne laisse pas ces gens-là ternir notre image. C'est une question de survie sociale. » « La survie sociale au prix de l'humanité ?» hurla Félix. « Tu n'as pas seulement échoué en tant qu'être humain, tu as échoué en tant que mère. » Félix reprit son calme, une froideur plus effrayante que sa colère. « Sarah, Cédric, Malik, Bakary. Vous êtes tous licenciés pour faute grave. Vos comptes seront soldés, mais vous ne travaillerez plus jamais dans cette ville. Quant à vous, Madame Blanche, vous n'êtes plus la bienvenue ici. Je suce pas votre rente mensuelle. Si l'image est si importante pour vous, allez voir si elle peut vous nourrir.
Le silence qui suivit fut interrompu par un mouvement au fond de la salle. Hedwig s'avança. Elle était la seule à ne pas avoir baissé les yeux pendant la vidéo. Sur l'écran, on voyait maintenant le moment où elle s'était agenouillée pour donner son repas au mendiant. Félix s'approcha d'elle. Devant tout le monde, il prit ses mains. Elles étaient froides et tremblaient légèrement. « Hedwig, dit-il doucement, hier, tu m'as donné plus que du riz. Tu m'as redonné foi en la vie. Tu as risqué ton emploi pour un homme que tout le monde rejetait. Je n'ai fait que ce qui était juste, monsieur, répondit-elle d'une voix basse mais ferme. Ce qui est juste est devenu rare, Hedwig. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus stagiaire. Je te nomme directrice adjointe de cet établissement. Et je veux que tu m'aides à changer les règles de ce lieu. Hedwig resta silencieuse un long moment. Elle regarda Félix, puis elle regarda Madame Blanche qui sortait du restaurant en insultant les gardes. Un étrange sourire, presque imperceptible, apparut sur les lèvres de la jeune femme. « J'accepte, monsieur Félix, dit-elle. Mais j'ai une condition. » « Laquelle ? Que nous ne changions pas seulement les règles, mais que nous cherchions la vérité sur la fondation de ce restaurant. Mon père disait toujours que l'or pur ne craint pas le feu. Félix fronça les sourcils. Il y avait quelque chose dans le ton d'Hedwig qu'il ne parvenait pas à déchiffrer. Elle ne semblait pas impressionnée par sa nouvelle fortune. Elle semblait en mission. Plus tard dans l'après-midi, alors que le restaurant était fermé pour réorganisation, Félix s'assit avec Hedwig. Il se sentait léger, comme s'il avait retiré un fardeau, mais une ombre persistait. « Pourquoi as-tu parlé de la fondation du restaurant, Hedwig ?» demanda-t-il en lui servant un café. « Parce que votre père, monsieur Félix, n'était pas l'homme que vous croyez, répondit-elle en le fixant droit dans les yeux. Et votre mère, Madame Blanche, sait parfaitement de quoi je parle. » Félix sentit un frisson lui parcourir l'échine. Le test du mendiant n'était que le début d'un voyage beaucoup plus sombre. Il pensait avoir testé son personnel, mais il ne savait pas qu'il était lui-même au centre d'une expérience orchestrée par le destin depuis plus de 20 ans. « Que sais-tu » demanda-t-il, la voix tremblante. « Mon nom de famille n'est pas celui que j'ai mis sur mon CV, monsieur Félix. Je m'appelle Hedwig Mensa. Mon père était l'associé de votre père. Il était le vrai créateur de la recette de la table d'or. Mais il est mort dans la misère, accusé d'un vol qu'il n'avait pas commis. » Félix resta figé. Le café dans sa tasse semblait soudainement aussi noir que les secrets de sa famille. La partie 1 était la chute, la partie 2 était la révélation, mais le véritable drame commençait à peine. Le bureau de Félix, autrefois un sanctuaire de puissance et de réussite, ressemblait désormais à une cellule de condamnés. Les mots d'Hedwig résonnaient encore contre les parois de verre. « Mon père était l'associé du vôtre. Il est mort dans la misère. » Félix regardait la jeune femme. Elle n'avait plus rien de la petite serveuse timide qu'il avait rencontrée sous la pluie. Ses épaules étaient droites, son regard d'acier. Elle portait en elle la dignité de ceux qui ont tout perdu sauf l'honneur. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt ?» demanda Félix d'une voix sourde. « Pourquoi as-tu accepté de travailler ici, de servir ces gens qui ont piétiné ton nom ?»« Pour voir, » répondit-elle simplement. « Pour voir si le Fils était l'image du Père. Pour voir si, la table d'or, était bâtie sur le mérite ou sur le sang des innocents. Hier, quand je t'ai vu dans la boue, j'ai cru voir mon père. C'est pour lui que je t'ai donné ce riz, Félix. Pas pour le patron. Pour l'homme qui mourait de faim devant sa propre création. » Félix sentit une brûlure dans sa poitrine. Chaque succès qu'il avait célébré, chaque milliard gagné, semblait soudainement entaché par un crime dont il ignorait tout. Il ne pouvait pas laisser ce doute l'étouffer. Il devait savoir. Cette nuit-là, Félix ne rentra pas chez lui. Il descendit au sous-sol du bâtiment, là où étaient conservées les archives poussiéreuses de la société depuis sa création. C'était un labyrinthe de papiers, de vieux contrats et de dossiers jaunis par le temps. Il chercha pendant des heures, ses doigts tremblants parcourant les noms. Et enfin, il le trouva. Accord de partenariat, 1995, Jean-Pierre Félix et Samuel Mensa. En lisant les documents, la vérité éclata comme un coup de tonnerre. Samuel Mensa n'était pas seulement un associé. Il était le génie créateur. C'était lui qui avait élaboré les concepts, les recettes et la vision du restaurant. Son père, Jean-Pierre, n'était que le financier. Mais plus troublant encore était le dossier marqué d'un sceau rouge, contentieux pour vol et fraude. Félix découvrit une série de lettres anonymes accusant Samuel Mensa d'avoir détourné des fonds pour une affaire de jeu d'argent. Il vit les rapports de police falsifiés, les témoignages achetés. Et au bas de chaque document de dénonciation, il reconnut une écriture élégante, fine, mais mortelle, celle de sa mère, Blanche. Elle n'avait pas seulement aidé son père, elle avait orchestré la ruine de Samuel Mensa pour récupérer 100% des parts de l'entreprise. Elle avait jeté une famille entière à la rue pour s'offrir des colliers de perles. Le lendemain matin,
Félix se rendit à la demeure familiale. C'était un palais de marbre blanc, entouré de jardins impeccables, payé par le crime. Il trouva sa mère dans le petit salon, sirotant un thé comme si de rien n'était. « Félix, mon chéri, tu as l'air affreux, » dit-elle sans lever les yeux de son magazine de mode. « Tu devrais prendre quelques jours de repos. » Cette petite mise en scène de mendiante a épuisé. Samuel Mensah, lança Félix. Le silence qui suivit fut si glacial qu'il sembla geler l'air de la pièce. Madame Blanche posa sa tasse de porcelaine avec une lenteur calculée. « Qui t'a parlé de cet homme ? » « J'ai lu les archives, maman. J'ai vu tes lettres. J'ai vu comment tu as brisé sa vie. Tu l'as accusé de vol alors que c'est toi qui l'as dépouillé. Pourquoi ? » Elle se leva, sa silhouette s'étirant comme celle d'un cobra prêt à frapper. « Pour toi !» cria-t-elle soudain. « Pour que tu n'aies jamais à demander ton reste à personne. » Samuel était un idéaliste, un rêveur. Il aurait gaspillé cette fortune en œuvre de charité. Ton père n'avait pas le courage de l'écarter, alors je l'ai fait. C'est ça, le monde des affaires, Félix. On mange où on est mangé. Tu as tué un homme, maman. Il est mort de chagrin et de faim. Il est mort parce qu'il était faible, répliqua-t-elle avec mépris. Et maintenant, cette petite fille Mensah rôde autour de toi, n'est-ce pas ? Je l'ai vue hier. Elle a les yeux de son père. Elle veut se venger, Félix. Elle ne t'aime pas. Elle veut récupérer ce qu'elle pense être à elle. Félix quitta la maison, le cœur en lambeaux. Les paroles de sa mère, bien que cruelles, avaient instillé un poison en lui. Hedwig l'aimait-elle vraiment, ou était-il simplement l'instrument de sa vengeance ? Il retourna au restaurant. Hedwig travaillait dans son nouveau bureau. Elle semblait à sa place, gérant les équipes avec une intelligence naturelle. Félix entra sans frapper. « Est-ce que tu me détestes ?» lui demanda-t-il sans préambule. Elle leva les yeux de ses dossiers, surprise par la violence de sa question. « Je ne peux pas détester l'homme qui a pleuré sous la pluie dans mes bras, Félix. Mais je suis le fils de ceux qui ont détruit ton père. Tout ce que je possède, cette table, ce bâtiment, ce costume, tout cela t'appartient. Dis-moi la vérité, est-ce que tu es ici pour me détruire ?» Hedwig se leva et s'approcha de lui. Elle posa sa main sur son cœur. « Mon père m'a appris une chose avant de mourir, la haine est un repas que l'on mange seul et qui finit par nous empoisonner. Je suis venu pour la justice, pas pour la vengeance. Je voulais que la vérité soit dite. Mais ce que je n'avais pas prévu, Félix, c'est que je trouverais quelqu'un d'aussi perdu que moi dans ce palais d'or. » Ils restèrent là, dans le silence du bureau, deux âmes brisées par les péchés de leurs parents. Mais dehors, le danger grondait. Madame Blanche n'avait pas l'intention de laisser une serveuse détruire son héritage. Le soir même, alors qu'Hedwig rentrait chez elle, une voiture noire lui barra la route. Deux hommes en costume l'invitèrent sans lui laisser le choix, à monter. Elle fut conduite dans un hôtel discret où Madame Blanche l'attendait. « Combien ?» demanda la mère de Félix en jetant un carnet de chèques sur la table. « Je ne comprends pas, » répondit Hedwig. « Oh, ne joue pas à l'innocente avec moi. Tu as séduit mon fils avec ton histoire de Cendrillon tragique. Tu veux ta part du gâteau ? Voici 10 millions. Prends l'argent, quitte la ville et disparais de sa vie. Si tu refuses, je ferai en sorte que tu sois accusé de vol, tout comme ton père. J'ai encore les contacts nécessaires pour te briser en une nuit. » Hedwig regarda le chèque, puis elle regarda cette femme qui pensait que tout avait un prix. « Vous avez passé votre vie à acheter le silence et les âmes, Madame Blanche. Mais vous avez oublié une chose. Mon père est mort pauvre, mais il est mort aimé. Vous êtes riche, mais votre propre fils vous méprise. Gardez votre argent. Je ne partirai pas. » C'est alors que le drame frappa. Hedwig, loin d'être ravie, entra dans le bureau de Félix, furieuse. « Pourquoi as-tu fait ça sans m'en parler ? Je t'ai rendu ce qui est à toi, Hedwig. Je t'ai libéré. Tu ne m'as pas libéré, Félix. Tu m'as transformé en l'objet de la pitié du monde entier. Les gens disent que je t'ai manipulé pour obtenir ta fortune. Tu as fait de moi une opportuniste aux yeux de tous. Je voulais une reconnaissance privée, un pardon, je ne voulais pas d'un empire bâti sur la honte. » Elle s'effondra en larmes. Félix réalisa qu'en voulant bien faire, il avait encore une fois agi en homme riche qui pense que l'argent et les titres résolvent tout. Il avait agi seul, sans la consulter, l'excluant de la décision la plus importante de sa vie. « Je ne peux pas rester ici, » dit-elle en ramassant ses affaires. « Chaque fois que je te verrai, je verrai le sacrifice que tu as fait, et je me sentirai coupable. Et chaque fois que tu me verras, tu verras la cause de ta ruine. Ce n'est pas de l'amour, Félix. C'est une tragédie. » Elle sortit, le laissant seul dans ce bureau qui ne lui appartenait plus. Félix avait perdu sa fortune le matin, et il perdait son cœur le soir. La partie 3 se termine sur cette image,
Félix, assis seul sur le sol de son immense bureau vide. Sa mère est en fuite pour échapper aux poursuites judiciaires, son entreprise est en plein chaos, et la femme qu'il aime a disparu. Il est redevenu le mendiant qu'il avait simulé quelques jours plus tôt. Mais cette fois, le maquillage est réel. La douleur est réelle. Et personne ne vient avec un bol de riz. Le silence qui régnait dans le petit appartement de 2 pièces que Félix louait désormais était plus lourd que toutes les réunions d'administration de son ancienne vie. Il n'y avait plus de marbre, plus de services de sécurité, plus de chauffeur. Ses mains, autrefois habituées à signer des contrats valant des milliards, étaient maintenant rouges et gercées. Pour survivre, Félix ne touchait pas à l'argent de la fondation qu'il avait créée pour Hedwig. Il s'était juré de ne plus jamais vivre du sang versé par son père. Il travaillait comme déchargeur de camions sur les marchés de gros, là où la ville s'éveille à 3 heures du matin dans le froid et la poussière. Les autres ouvriers l'appelaient « le professeur » à cause de sa manière de parler, mais personne ne soupçonnait qu'il était l'homme dont le visage barrait encore les journaux financiers quelques mois plus tôt. Il vivait la réalité du mendiant qu'il avait autrefois simulé. Mais cette fois, ce n'était pas un jeu. C'était sa pénitence. Pendant que Félix découvrait la dignité du travail manuel, sa mère, Madame Blanche, vivait son propre enfer. Acculée par la justice pour fraude et complicité, elle avait fui dans une ville côtière, pensant pouvoir vivre de ses derniers bijoux cachés. Mais la vie de paria ne lui seyait pas. Un soir, Félix reçut un appel d'un hôpital public. Sa mère avait été retrouvée inconsciente dans une chambre d'hôtel miteuse, victime d'une attaque cérébrale. Lorsqu'il arriva à son chevet, il ne vit pas la reine terrifiante qui dirigeait sa vie. Il vit une vieille femme brisée, incapable de parler, dont le regard trahissait une terreur immense. « Je suis là, maman », murmura-t-il en lui prenant la main. Elle tenta de dire quelque chose, mais seul un gémissement sortit de ses lèvres. Dans son sac à main, il ne restait qu'une photo, celle de Félix, enfant, avant que l'or ne vienne tout corrompre. À ce moment, Félix comprit que la haine était un poison qui détruisait d'abord celui qui le portait. Il pardonna. Non pas parce qu'elle le méritait, mais parce qu'il avait besoin d'être libre pour avancer. 8 mois passèrent. Félix avait économisé chaque centime de son modeste salaire. Il n'avait qu'une idée en tête, retrouver Hedwig. Il savait qu'elle n'était pas restée à la tête de la table d'or. Elle avait, elle aussi, tout donné à des œuvres caritatives, ne gardant que le strict nécessaire pour soigner son père, Samuel Mensah. Il finit par les retrouver dans un village reculé, au bord d'un fleuve. Samuel vivait ses derniers jours dans une petite maison entourée de bougainvilliers. Hedwig cultivait un potager et donnait des cours de lecture aux enfants du village. Le jour où Félix arriva, il ne portait pas de costume. Il était vêtu d'un pantalon de toile et d'une chemise simple. Il marchait à pied, un sac sur l'épaule. Lorsqu'Hedwig le vit apparaître au bout du chemin, elle lâcha son arrosoir. Le temps sembla s'arrêter. Les cris des oiseaux et le murmure du fleuve disparurent. « Tu es venu, dit-elle, sa voix tremblante. « Je n'ai plus rien, Hedwig, répondit-il en s'arrêtant à quelques mètres d'elle. Pas d'empire, pas de nom, pas de fortune. Je suis juste Félix. L'homme qui a appris que le riz que tu m'as donné sous la pluie était le repas le plus cher de ma vie. » Elle s'approcha de lui, scrutant son visage. Elle y vit des rides de fatigue, mais aussi une paix qu'il n'avait jamais eue auparavant. « Mon père veut te voir, dit-elle. » Samuel Mensah était allongé sur un lit près de la fenêtre. Ses yeux étaient voilés par la maladie, mais son esprit était clair. Félix s'agenouilla près de lui. « Monsieur Mensah, je ne peux pas réparer ce que mes parents ont fait. Je ne peux pas vous rendre vos années perdues. » Le vieil homme posa une main fragile sur l'épaule de Félix. « Mon fils, ton père a volé mes idées, mais il a perdu son âme. Toi, tu as perdu ton argent, mais tu as sauvé ton âme. C'est moi qui ai gagné à la fin. Ne porte plus ce fardeau. Prends soin de ma fille. C'est tout ce que je demande. » Samuel s'éteignit cette nuit-là, un sourire aux lèvres, dans le calme d'une maison qui ne possédait rien mais qui contenait tout. Après les funérailles, Félix et Hedwig restèrent de longues heures à discuter sous les étoiles. Ils réalisèrent qu'ils ne pouvaient pas fuir leur destin. Ils étaient nés pour nourrir les gens. Mais ils n'allaient plus le faire pour les milliardaires. Avec le peu d'argent qui restait et l'aide des villageois, ils transformèrent une vieille grange abandonnée en un lieu unique. Ils l'appelèrent « la table partagée ». Le concept était choquant pour l'époque. Il n'y avait pas de prix sur le menu. Les riches payaient ce qu'ils voulaient pour soutenir le repas des pauvres. Les médecins s'asseyaient à côté des ouvriers agricoles. Félix cuisinait, utilisant les recettes secrètes que Samuel avait laissées dans un vieux carnet. Hedwig gérait l'accueil, avec ce même sourire qui avait sauvé Félix sous la pluie. Un an plus tard, alors que la table partagée était devenue un symbole de réconciliation nationale, un notaire arriva de la capitale. Il cherchait Félix.
Monsieur Félix, votre mère est décédée il y a 2 mois. Elle avait caché un compte en Suisse, le seul que la justice n'a pas pu saisir. Félix soupira, s'attendant à une nouvelle somme maudite. Quel est le montant? Il n'y a pas d'argent, monsieur. Elle a utilisé ses derniers fonds pour racheter le terrain sur lequel se trouvait la petite boutique de tailleur de Samuel Mensah, celle qu'elle lui avait volée il y a 25 ans. Le terrain est à votre nom et à celui d'Edwige. Son testament ne contenait qu'une phrase, pour que l'histoire s'arrête là où elle a commencé. Ce fut le choc final. Même dans sa noirceur, sa mère avait tenté, dans un dernier souffle lucide, de boucler la boucle. L'histoire de Félix et Edwige ne se termina pas par un mariage fastueux couvert d'or. Elle se termina par une image plus simple et plus puissante. On y voit Félix, 1 an plus tard, tenant dans ses bras un petit garçon aux yeux bruns. Ils sont assis dans le nouveau restaurant bâti sur le terrain de Samuel. Madame Blanche, avant de mourir, avait demandé à être incinérée et que ses cendres soient dispersées dans le jardin de ce lieu. Edwige s'approche, pose sa tête sur l'épaule de Félix. « Tu penses qu'il sera fier de nous ?» demande-t-elle en regardant leur fils. « Il ne sera pas fier de notre nom » répond Félix en embrassant son front. Il sera fier de notre courage. On lui apprendra que les vrais tests de la vie ne se passent pas dans les bureaux de luxe, mais devant ceux que tout le monde rejette. L'écran devient noir. Une phrase apparaît. L'or peut acheter un lit, mais pas le sommeil. Il peut acheter un livre, mais pas l'intelligence. Il peut acheter une position, mais jamais le respect. Si cette histoire vous a touché, rappelez-vous que la personne que vous ignorez aujourd'hui est peut-être celle qui détient la clé de votre destin demain. Ne jugez jamais un homme à ses vêtements, car sous les haillons peut se cacher un roi, et sous la soie, un lâche. Partagez cette vidéo pour propager l'humanité. Abonnez-vous pour ne rien rater de nos prochains récits de vie. Et vous, qu'auriez-vous fait à la place d'Edwige? Dites-le nous en commentaire.